Tout est bon. Ok. Bonjour à vous, merci d'être là aujourd'hui pour cette vidéo spéciale parce qu'en plus aujourd'hui, c'est mon anniversaire et j'avais envie de partager ce jour avec vous. Et quoi de mieux pour ça que de faire cette fameuse foire aux questions que vous me demandez souvent, très souvent. Dans cette vidéo, donc, je vais prendre toutes vos questions. Elles sont toutes différentes. Bref, on va prendre le temps. Donc cette fois, je peux vous le dire, installez-vous confortablement et on est parti. Est-ce que tu t'intéresses au crime depuis longtemps ? Depuis toute petite. Enfin, toute petite. Je devais avoir 10 ans, quelque chose comme ça. Je piquais les magazines détectives de ma mère pour lire les histoires. Je trouvais qu'elles étaient hyper détaillées. J'avais l'impression, quelque part, de participer aux enquêtes, de partager les raisonnements des enquêteurs. Il y a énormément de choses autour des affaires criminelles qui me fascinent. Il y a les techniques d'enquête, les analyses, les stratégies des avocats et évidemment ce que l'humain est capable de faire. Il y a vraiment beaucoup de choses et moi je suis très curieuse. J'aime comprendre, j'aime résoudre des problèmes et j'ai aussi un bon gros besoin de justice. Donc je pense que quelque part les affaires criminelles, ça me plaît pour tout ça. D'ailleurs, ce que je préfère quand j'écris une vidéo, c'est les recherches. J'aime refaire la chronologie, chercher les détails, vous avez remarqué, et vraiment comprendre comment on est parti d'un point A pour aller à un point B. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'ouvrir une chaîne de true crime ? Est-ce qu'il y a un élément déclencheur ou une affaire qui t'a donné envie de créer la tienne ? Ah, oui, il y en a un. À la base, je suis rédactrice web. Je me suis lancée en 2020, après le 3e confinement ici en Nouvelle-Calédonie, et alors que j'étais co-gérante d'une salle de sport. Donc, je venais à ce moment-là de donner naissance à ma fille et ça faisait 3 fois que les salles de sport fermaient et que nous, les gérants, on n'avait que des cacahuètes pour nous consoler. Donc, j'ai décidé de tout lâcher pour me reconvertir dans un métier qui me permettait de travailler quoi qu'il arrive. Donc, pas pour travailler de n'importe où, mais de pouvoir travailler qu'il y ait une pandémie ou n'importe quoi d'autre. Je me suis spécialisée en référencement naturel et j'ai bossé comme ça pendant 4 ans. J'avais des clients qui au départ étaient européens et de plus en plus des clients locaux pour finalement ne plus n'avoir que cela. Sauf qu'en mai 2024, la Nouvelle-Calédonie a été frappée par de violentes émeutes qui ont coûté la vie à 13 personnes. Ça a été très compliqué humainement déjà et aussi parce que des centaines d'entreprises ont été brûlées et pillées, des milliers de personnes ont perdu leur emploi et beaucoup ont quitté le territoire. Et moi, j'ai perdu tous mes clients en 24 heures. Avec mon mari, on dormait plus la nuit. On passait littéralement notre temps à essayer de trouver une solution. Alors j'ai testé plein de choses et finalement, j'ai répondu à une annonce pour un YouTuber qui cherchait une rédactrice. Je me suis dit, tiens, si ça marche avec lui, je peux le faire avec d'autres. Donc j'ai démarché d'autres YouTubers et ça a marché. J'ai eu plusieurs clients comme ça et j'adore ce que je fais. Mais plusieurs fois, j'ai dit à mon mari que j'aimais bien travailler dans l'ombre comme ça, mais que j'aimerais vraiment écrire quelques affaires criminelles pour partager cette passion que mon entourage ne comprend pas toujours. Sauf ma belle-mère, elle adore. Mais sinon, quand j'en parle autour de moi, vous savez, il y a toujours ce regard un peu genre « Ah ouais ? Ah ouais ? Ah ouais ?» Et un soir, mon mari me dit « Mais pourquoi t'ouvres pas ta propre chaîne ?» Et là, je mets un stop tout de suite. Hors de question, à ce moment-là, j'ai pas le matériel, je sais pas faire en fait. Je travaille avec des youtubeurs, je vois ce qu'ils font, clairement, j'ai pas les ressources moi pour le faire. Mais l'idée, elle fait son chemin et finalement, j'ai décidé d'écrire ma première vidéo juste comme ça, pour me connecter avec de nouvelles personnes qui partagent cet attrait avec le sujet. Je me souviens, j'ai tourné assise derrière moi là. J'ai tourné assise par terre avec mon ancien téléphone, j'avais ma tablette sur les genoux pour ne rien oublier et je parlais dans le micro que j'utilisais pour les interviews quand je devais en faire avant. C'était très rudimentaire. Et c'est drôle parce que quand j'en parle, on dirait que ça fait des années que ça s'est passé alors que ça fait juste 1 an à la fin du mois. J'ai vraiment eu envie de faire cette chaîne pour créer une sorte de groupe de potes et partager ça ensemble, partager nos avis, notre vision des choses. Je trouve qu'on apprend tellement à travers le regard des autres et ce, même si on n'est pas d'accord. Surtout, d'ailleurs, quand on n'est pas d'accord. Tant que c'est fait en bonne intelligence. Donc voilà, j'avais juste pas imaginé que ça prendrait ce chemin-là. Comment tu fais pour sortir 2 vidéos par semaine ? Est-ce que tu bosses toute seule ? Cette question, elle revient très souvent. C'est beaucoup de travail. Mais non, je ne suis pas toute seule. Moi, je m'occupe de toute la recherche et de l'écriture, et ça me prend littéralement 6 jours sur 7, à raison de 12 à 14 heures de boulot par jour, selon les moments. Quand je tombe sur des vidéos ou des images dont j'ai besoin pour expliquer, je les note. Ensuite, j'enregistre, et je donne le bébé à mon cher et tendre, mon pilier, mon mari, qui peut venir, à mon mari, ici présent,
Bonjour à tous, c'est moi, le mari. C'est Monsieur Dark Stories. Donc lui, il va s'occuper de toute la partie recherche d'images et de vidéos et du montage. Et ensuite, on regarde ensemble la version finale et on travaille ensemble sur les miniatures. Ouais, tout à fait, c'est ça. Après, c'est un roulement hyper intensif et à flux tendu pour l'instant. Parce En fait, on n'a plus de vie, clairement, Eh depuis oui. qu'on a commencé cette chaîne. Parce qu'il faut aussi intégrer notre planning dans notre rôle de parents, Ouais. passer du temps avec nos enfants. Du coup, le rythme, il n'est pas toujours facile à tenir. Bosser le 25 décembre, c'est pas tip top. Et si on est un peu trop ric-rac au niveau timing, on est vite envahi. Exactement. D'ailleurs, Il faut s'occuper des enfants aussi. il faut s'occuper des enfants. D'ailleurs, on a rarement de week-end ensemble. Mais on sait quelque part que ça va pas durer. C'est juste Voilà. le temps que tout se mette en place, quoi. C'est ça, c'est le début, donc ça fait quoi, 1 an qu'on a commencé la chaîne. Et je pense que d'ici une année encore, on pourra peut-être déléguer certains aspects de la chaîne. Wouhou! Merci, mon amour. Bisous. I've been searching a long time. As-tu choisi de te focaliser plus sur les histoires horribles que vivent les enfants? Alors ça, c'est drôle parce que ça revient aussi super souvent. Alors qu'au moment où je tourne cette vidéo, j'ai regardé, il y a environ, 79 ou 80 vidéos sur la chaîne et 30 à peu près qui parlent d'enfants, sans juste parler des enfants maltraités, mais de tous les enfants, donc même ceux qui sont des dommages collatéraux ou des adolescents. Donc ça fait même pas la moitié des vidéos de la chaîne, mais je sais qu'on me dit souvent que je ne parle que d'enfants. Et je pense que c'est parce que ce sont les vidéos les plus vues et donc celles qui sont présentées en premier par l'algorithme. Mais le fait est que j'en traite, ça c'est vrai. Et si je le fais, c'est surtout, je pense, parce que je suis maman déjà, donc ça me touche. Alors je dis pas que quand on n'est pas parent, on est insensible, mais c'est vrai que ça va éveiller quelque chose chez moi. Et aussi parce que j'ai bon espoir qu'à mon petit niveau, on puisse ne pas les oublier, ne pas oublier ce qui leur est arrivé et peut-être, avertir. Des fois, vous savez, on voit des choses étranges. Une fessée dans un rayon d'un magasin, un enfant qui hurle à 22h, et sur le coup, ça peut sembler étrange, mais au final, on laisse passer, soit parce qu'on se dit qu'on est parano, ou juste que ça nous regarde pas. C'est toujours un sujet compliqué, parce qu'on peut pas blâmer une maman fatiguée qui reprend son fils dans le magasin. Ça veut pas dire qu'elle est horrible avec lui. On peut pas non plus accuser à tort des parents qui essaient déjà de calmer leur enfant qui pleure depuis 2 heures au moment du coucher. Tout ça, ça veut pas dire qu'on doit absolument voir des cas de maltraitance partout. Mais le savoir que ça a existé, se souvenir que ça existe encore et comment ça a déjà échappé aux institutions, j'ai bon espoir que ça permette juste d'être un peu plus attentif. Vous savez, j'ai eu une enfance, une adolescence et une vie de jeune adulte compliquée. Chez moi, il y a beaucoup de secrets de famille et je vais pas m'étaler, mais ça a eu des conséquences. Donc, ce que je veux dire, c'est que si quelqu'un avait parlé, si quelqu'un avait dit les choses, si quelqu'un avait osé regarder un peu plus loin que les apparences, certaines situations auraient peut-être été différentes. Ça n'aurait peut-être pas tout changé, mais ça aurait peut-être limité les dégâts. Et je m'en sors bien, parce que des enfants n'auront jamais la chance de s'en sortir, soit parce qu'ils ne sont plus de ce monde, soit parce qu'ils sont traumatisés à vie. Et c'est là que je veux en venir. Quand je parle d'enfants, c'est pas pour choquer ni pour pointer du doigt n'importe qui, c'est parce que je sais à quel point le silence protège rarement les bonnes personnes. Très souvent, ce sont les enfants qui passent après, qui encaissent, qui s'adaptent, qui en souffrent, voire qui périssent, pendant que les adultes autour ferment les yeux pour protéger leurs propres intérêts. Donc, si à travers ces vidéos, on garde ça quelque part dans un coin de notre tête, si on se dit « Ok, ça existe », alors je me dis que ça a du sens. Est-ce que tu aurais aimé être enquêtrice? Oula, non, je pense pas. En fait, il y a une part du job que j'aime beaucoup, mais comme tous les métiers, tout n'est pas tout rose. Ça doit être hyper frustrant de progresser avec les limites légales. Ça doit être hyper frustrant de pas résoudre une affaire. En France, en 2025, on a quand même 25% de meurtres non élucidés. Ce qui est déjà bien, certes, mais ça fait beaucoup de meurtres dont on n'a pas de réponse. Et je me mets tellement de pression tout le temps pour tout faire le plus proche possible de la perfection que je pense que j'aurais juste plus de vie, en fait. Donc non, j'aime bien ma place, l'affaire, elle est résolue. Moi, je vais juste remettre tout ça en ordre. Ça me va bien. Quel est ton film d'horreur préféré et pourquoi? Alors, j'ai pas de film d'horreur préféré, j'en aime beaucoup. Vous remarquerez que je déteste choisir. Tu m'as fait peur. James Wan.
Donc vous remarquerez que je déteste choisir parce que pour moi choisir c'est fermer une porte à quelque chose d'autre, donc bref. Mais ce que je préfère quand même, ce sont les thrillers et les films où j'ai rien vu venir. Et il y en a plus beaucoup des comme ça. J'aime beaucoup plus ce qui est psychologique que ce qui est visuel. Typiquement des films où tout le monde finit découpé à la tronçonneuse, ça me dégoûte pas mais ça m'intéresse pas plus que ça. Qu'as-tu pensé de la série Ed Gein et quel est ton avis sur la fin ? Ah bah bonne question ça. Surtout que j'ai vu la série après avoir écrit son histoire, donc j'avais le sujet bien en tête. Globalement, j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal si on s'arrête sur le côté Netflix, on sait que plusieurs éléments fictifs ont été ajoutés. Je trouve par contre, et je suis contente qu'on en parle, que la fin n'est ni plus ni moins qu'une glorification au tueur. D'autant que pendant toute la saison, il y avait quand même des petites pistes, on vous a calé un semblant d'histoire d'amour, Ed qui aurait aidé à arrêter Ted Bundy, c'est presque le sauveur, et à la fin c'est genre, tu fais partie de la team des tueurs en série, bienvenue mec quoi. Alors oui, c'est présenté comme une sorte de rêve, les dernières images avant sa mort, j'entends l'intention, mais comme cette séquence, elle est entièrement fictive, je me demande quel est l'intérêt de volontairement créer de l'empathie pour quelqu'un qui a réellement existé et qui a vraiment commis des meurtres. Disons que le message en soi, il est pas mauvais, mais sa représentation n'est pas la bonne. La frontière, pour moi, elle est limite, quand même. D'ailleurs, j'ai lu tout un tas de commentaires et d'articles sur le sujet, et c'est quand même très représentatif. Certains ont dit, en même temps, il a tué que 2 personnes. On en est là, donc on peut apprécier l'homme pour ce qu'il était, parce qu'après tout, il n'a pas tué autant de personnes qu'il n'en a déterré. Ben non. Pourtant, vous me connaissez, vous savez que j'essaie toujours de comprendre sans excuser. Et quand j'ai cherché des infos sur lui, j'ai beaucoup tourné autour de ce qui l'a rendu capable de faire ça. Mais les faits, pour moi, ce sont les faits. Après, bon, cette saison, elle a fait grand bruit. L'acteur lui-même a défendu la série en disant qu'elle n'avait pas vocation à le valoriser en tant que tueur, mais plutôt à mettre en avant l'humain derrière le monstre. Et ça, je peux le comprendre. Mais là, c'était trop pour moi. Au passage, puisqu'on en parle, j'ai lu qu'il y avait eu une scène de prévue pour remplacer la scène finale, justement, dans laquelle Augusta serait revenue hanter Ed depuis l'au-delà pour encore une fois le rabaisser comme elle l'avait fait toute sa vie. Et ça, ça m'aurait plu davantage, je pense. C'est fictif, mais c'est plus fidèle à la réalité et à la compréhension de qui il est. As-tu pensé à écrire un livre ? Pas du tout, vraiment pas. Mais tout le monde m'en parle. C'est pas dans mes projets aujourd'hui, je suis plutôt sur d'autres formats pour l'instant, mais je ne ferme pas la porte si je trouve un sujet qui me donne envie de le faire un jour. D'où est venue l'idée d'aborder si souvent des thèmes autour des violences faites aux femmes ? Es-tu engagée dans la cause féministe ? Alors, je pense que tu fais référence à quelques vidéos où j'ai rappelé les numéros d'urgence. Et d'ailleurs, j'en ai fait une justement parce que sa sortie tombait au moment de la journée internationale de lutte contre les violences conjugales. Alors, je suis pas engagée dans la cause féministe, mais j'ai une valeur qui m'est chère, c'est l'équité. Donc, pas l'égalité, mais bien l'équité. Pour moi, il n'y a pas de rôle à tenir parce qu'on est un homme ou une femme ou parce qu'on veut être un homme plus proche des femmes ou on veut être une femme avec les mêmes droits que les hommes. Il y a juste 2 êtres humains censés se respecter, se soutenir et avancer ensemble. Ouais, c'est un peu fleur bleue, mais typiquement pour moi, l'égalité, c'est pas toujours une bonne chose. On peut pas demander à un poisson rouge de gagner la course de grimpette à l'arbre face à un singe. L'égalité, ce serait de les faire partir au même moment pour parcourir la même distance. Mais tous les 2 ne partent pas avec les mêmes ressources au départ. C'est une image, évidemment, mais pour moi, entre les hommes et les femmes, c'est pareil. J'aime que mon mari sorte les poubelles et s'occupe de la voiture. J'aime qu'il soit moins stressé que moi pour me tempérer dans les situations qui nécessitent de prendre des décisions rapidement. Je veux pas à tout prix être l'égale parfaite du rôle de mon mari. Après, je rentre pas dans les détails des causes féministes que je respecte beaucoup, mais juste en ce qui concerne les violences parce que c'est de ça qu'on parle ici. Je pense qu'on est tous sur un pied d'égalité quand il s'agit de respect, bien que le respect soit subjectif. Et c'est peut-être ça le problème d'ailleurs, mais c'est aussi un autre débat. Donc, je ne défends pas particulièrement la cause féministe. Par contre, je défends la violence, qu'elle soit faite aux femmes, aux enfants, aux hommes, parce qu'il y en a, et à tous les êtres vivants de manière générale. Quel est ton parcours scolaire ? As-tu suivi des études en psychologie ? As-tu une formation dans la santé ? Alors, je suis bachelière. Wouhou !
J'ai eu mon bac économique et social et ensuite, j'ai travaillé. J'ai travaillé à McDo quand j'étais au lycée, puis dans une usine laitière, puis j'ai été commerciale pour France Loisirs, ouais. Ensuite, j'ai travaillé comme agent d'escale, j'ai été pigiste un temps pour un journal local, puis agent de voyage, assistante de direction pour une entreprise spécialisée en équipement médical et dentaire. J'ai été agent immobilier, assistante de formation professionnelle et co-gérante d'une salle de sport. J'ai eu à certaines époques de job, un peu dans tout. Et non, je n'ai pas fait d'études dans la santé. J'ai été assistante dentaire dans une autre vie. J'ai pas fait d'études en psychologie, mais j'ai fait des formations en énéagramme, en programmation neurolinguistique et en gestion des conflits. Ma mère est bipolaire, donc elle a eu beaucoup de problèmes de santé physique et mentale qui m'ont amenée à m'intéresser forcément à tout un tas de sujets. J'ai aussi 2 énormes bouquins de psychologie que vous voyez là juste derrière moi, que j'ai déjà eu l'occasion d'éplucher, mais je suis pas du tout spécialiste, loin de là. Le reste, je le cherche sur Internet ou dans des livres spécialisés parce que ça m'intéresse de vraiment comprendre comment ça fonctionne. Et puis, je suis rédactrice web depuis 5 ans, donc j'ai écrit sur pas mal de sujets qui m'ont obligée à faire des interviews et à rencontrer des spécialistes dans plein de domaines différents. Après, je ne prétends pas tout savoir, d'ailleurs, je vous le dis quand j'ai un doute sur les vidéos, mais j'essaie d'être au plus proche, en tout cas. Quelles histoires t'ont le plus touché? Est-ce qu'il t'est arrivé d'être affecté par un crime au point de perturber ton sommeil? Pour les histoires, c'est dur comme question parce que toutes sont terribles. Vraiment, c'est difficile comme question et en fait, je suis un peu mal à l'aise avec ça parce que j'ai l'impression que si je parle de certaines histoires, je minimise les autres. C'est compliqué dans ma tête. Par contre, effectivement, il m'est déjà arrivé d'être perturbé par un crime au point de mal dormir. Ça m'est même souvent arrivé. Donc maintenant, j'essaie autant que possible de prendre des moments entre l'écriture d'une histoire et la suivante, juste pour ne pas m'enfermer dans le dark en permanence, parce que je les écris, je les tourne, je les revois après le montage quand on les regarde pour la dernière fois, mais je lis aussi des histoires criminelles et je regarde des émissions ou des chaînes YouTube. Donc des fois, je fais des pauses et je me détends en faisant des choses normales. Quels sont tes youtubeurs true crime préférés? Je vais rester sur les youtubeurs francophones, donc évidemment Max Guys, vous le savez, c'est pas un secret. J'aime beaucoup aussi ce que fait Azazel et j'aime beaucoup la personne. Franchement, il est juste tellement adorable. Et j'aime bien aussi Megan Morgan. Et au passage, je trouve que cette fille, elle a une voix vraiment magnifique et elle est canon, qu'on se le dise. Mais en dehors de ça, j'aime beaucoup son travail, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est vraiment les 3 chaînes que je regarde par pur plaisir. Le plus souvent. Qu'est-ce que tu préfères dans le fait de faire des vidéos et qu'est-ce que tu aimes le moins? Ce que je préfère, les recherches, sans aucun doute, c'est vraiment mon plus gros kiff. J'aime me poser 10 milliards de questions, chercher le petit détail. Vraiment, c'est ma partie préférée sur laquelle je peux passer des heures sans m'en rendre compte. Ce que j'aime le moins, par contre, c'est tourner. En fait, je fais toujours plusieurs choses en même temps. Si vous voyez mes onglets quand j'écris, je prends des informations de partout, ça déborde. Mais même dans ma vie de tous les jours, je sais pas, juste regarder un film, c'est compliqué. Il faut toujours que je fasse 1 ou 2 trucs en même temps. Si je me concentre sur une seule chose, je pense trop en fait. Et le problème, c'est que quand je tourne, je dois me concentrer sur ce que je fais, ce que je dis, et seulement ça. Donc c'est très compliqué pour moi, ça me demande beaucoup d'énergie, mine de rien. Est-ce que c'est pas trop difficile de gérer les commentaires désagréables? Alors j'ai de la chance, j'en ai vraiment pas beaucoup. À part ceux qui sont obligés de t'insulter ou de te traiter d'imbécile parce que tu ne prononces pas les mots comme eux les prononcent. Et sur la chaîne, il y a des Français, il y a des Belges, il y a des Réunionnais, il y a des Calédoniens, il y a des Suisses, il y a des Québécois. Si je dois faire en fonction de chaque pays à chaque vidéo, c'est pas possible. Je suis humaine, je suis pas une IA. Et je comprends pas vraiment cet acharnement parce que si je disais au jour d'aujourd'hui, comme même les haricots sont plus pires, vraiment je comprendrais. Mais c'est pas le cas. Et très honnêtement, je ne pense pas que dans le type d'affaires que je traite sur la chaîne, la manière dont je prononce un mot, qui n'est d'ailleurs pas factuellement faux, c'est le plus important. Je fais de mon mieux. Le plus souvent, j'apprends avec vous, j'apprends tous les jours pour vous proposer le meilleur. Mais je reste humaine, je parle français avec toute la richesse de la langue, ses particularités régionales, ses évolutions, mes origines, les vôtres et mon accent franglais. Et surtout, je suis très sensible, donc ce genre de commentaires, ça m'affecte énormément parce que je passe des heures à chercher,
à fouiller, à trouver le maximum d'informations, à tourner, à monter. J'ai passé 11 mois à bosser 7 jours sur 7, 12 heures par jour pour toujours faire mieux et encore mieux. Alors quand on vient me chercher sur ce détail, c'est très vexant. J'ai l'impression que mon travail n'est finalement représenté que par la manière dont j'ai prononcé un mot. Mais sinon, à part ça, ça va, j'ai quand même beaucoup plus de commentaires sympas, bienveillants, agréables. Et franchement, ça me met beaucoup de baume au cœur. Est-ce que tu as des passions? Est-ce que tu es marié? Est-ce que tu as des enfants? Et quels sont tes objectifs pro? Alors oui, je suis passionnée par tout. J'étais musicienne pendant 25 ans, donc j'adore la musique. J'aime beaucoup les escape games, les jeux vidéo et, sans surprise, les voyages. Je suis mariée, oui, vous l'avez vu tout à l'heure, et nous avons 2 enfants ensemble, Hayden, 9 ans et demi, et Judith, 4 ans et demi. Et d'ailleurs, je poste pas mal de nos petites aventures sur Instagram. Au départ, j'avais ouvert une chaîne pour ça, mais en fait, j'ai été confrontée au même problème que pour la chaîne de Paranormal Stories. On n'arrive pas à être partout, en fait. Donc, je poste sur Instagram, et pour le moment, ça me convient bien mieux, et ça me permet vraiment de canaliser mon énergie sur Dark Stories. Pour Instagram, d'ailleurs, je vous remets le lien en description, il est là tout le temps. Si vous voulez aller faire un tour. Et concernant mes objectifs pro, oui, j'en ai plein, trop peut-être du coup, mais j'en reparlerai le moment voulu. J'ai cru comprendre que tu vivais en Nouvelle-Zélande, qu'est-ce qui t'a motivé à t'installer dans ce pays? C'est une question qui va avec est-ce que tu vis à Brisbane toute l'année ou est-ce que vous avez pris un congé sabbatique pour voyager? Donc, je vais regrouper tout ça. Non, on ne vit pas en Nouvelle-Zélande. Non, on ne vit pas en Australie. Notre appartement est en Nouvelle-Calédonie, donc officiellement notre adresse est ici. Mais effectivement, on part plusieurs mois dans l'année, plus des 3/4 de l'année en fait. On n'a pas pris de congé sabbatique parce qu'en fait, on travaille tous les deux exclusivement en ligne. Donc, qu'on soit ici ou ailleurs, c'est pareil pour nous. C'est d'ailleurs pour ça que ce ne sont pas vraiment des vacances. Souvent on me dit « Ah, bonnes vacances et tout, c'est gentil », mais ce n'est pas vraiment des vacances parce que quand on part, on travaille autant, mais ailleurs. Comment fais-tu pour la scolarité de tes enfants? Mes enfants étaient encore scolarisés jusqu'à mi-décembre et avec l'accord du directeur, on a été autorisé à partir quelques semaines, plusieurs fois dans l'année. Mais la rentrée étant en février chez nous, l'année scolaire donc c'est terminé, il y a une quinzaine de jours. Et à ce moment-là, on les a déscolarisés. J'ai déjà eu mon fils en instruction, donc cette fois je recommence, mais avec les deux. On a déjà eu l'occasion de tester sur les derniers mois pour vraiment mettre au point notre organisation et ça va. On s'en sort. Et les voyages, on est d'accord avec mon mari, c'est vraiment idéal pour eux. Évidemment, on a quand même posé la question à Hayden et Judith, en leur demandant ce qu'ils pensaient avant de prendre cette décision. On a fait plusieurs phases de tests ensemble, et en fait, ils sont ravis. Donc c'est une belle aventure qui arrive. Quel est ton plat préféré dans les pays que tu as visités ou celui dans lequel tu vis? Ça, c'est comme les films, c'est difficile de choisir. Je suis une épicurienne, moi. Mais si je dois en citer, j'aime beaucoup la soupe pho, les fish and chips et le tartare de bœuf, mais seulement celui de mon mari. Est-ce que tu vis de ta passion ou tu as une activité à côté? Alors, je suis toujours rédactrice web, donc j'écris toujours pour d'autres youtubeurs, en plus de Dark Stories. Un bêtisier? J'ai des pépites pour vous. Je vous les mets juste après. Mais avant, je voulais surtout vous remercier parce que j'ai reçu plein de questions intéressantes, mais aussi de très jolis mots d'encouragement. Et ça, très honnêtement, c'est tellement gratifiant et motivant. Et très franchement, quand j'ai créé cette chaîne, je voulais vraiment concevoir un espace de partage et je suis contente de pouvoir échanger avec vous. En même pas un an, j'ai déjà rencontré des personnes incroyable. Vraiment, je suis tellement reconnaissante. Alors, 10 000, 1 million, 1 milliard de merci pour votre présence, merci pour votre bienveillance, merci pour votre soutien, merci pour votre retour, merci. J'espère avoir répondu à toutes vos questions, sinon j'aurai l'occasion de refaire une FAQ peut-être pour le bilan de fin d'année. En attendant, je vous laisse sur le bêtisier et on se retrouve évidemment très bientôt pour une nouvelle affaire glaçante sur Dark Stories. Le contenu est de le redistribuer à sa façon. L'ex-petite amie raconte qu'elle appartait Après le repas, Lorraine a envoyé un message de remerciement au couple pour leur hospitalité. Oh, tu m'as fait peur. Nous sommes le 13 octobre 2008. 2008. Bienvenue sur Dark Stories.
je faisais le générique. Nous sommes le jeu... Oh, putain, n'importe quoi. Nous sommes le lundi 28 novembre 2016. Je suis... Avant de... Pire tueur en Putain. Tueur en Surie. Bienvenue sur Dark Stories. Toum, toutoum, toutoum. Ah non, c'est pas celle-là. Le 1er mars 2000, à la station de police de Muswellbrook. Le 1er mars 2000, à la station de police de Muswellbrook. Je vous embrasse très fort. Coronation. De champs et de routes où on croise plus de cerfs. Ouais. On se croise au café du coin en se demandant comment va le... Ah. Quoi? Je fais mes réglages. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci d'être là à chaque fois. Merci pour votre bienveillance. Merci pour votre écoute. Merci d'être là chaque jeudi et chaque dimanche à 18 h. Et comme d'habitude, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire glaçante sur Dark Stories.